Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine, je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun. Pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois, pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? C'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, j'ai un réel plaisir de recevoir Hélène dans ce podcast. C'est tout d'abord dans l'histoire de l'art qu'Hélène, à Rome, va débuter sa carrière. Une carrière couronnée de succès, puisque très vite, elle se tourne vers le digital, et cela avant les années 2000. Elle devient d'ailleurs spécialiste de ce domaine et fonde plusieurs entreprises autour de celui-ci, si particulier pour l'époque. C'est d'abord dans de grands groupes qu'elle va faire ses armes avant de prendre son envol en quittant Paris pour Bordeaux. Vous allez l'entendre, Hélène fait toujours le parallèle entre l'art, le beau et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle dédie sa vie au travail associatif et à la transmission de son savoir. Elle a été l'une des premières à être certifiée et formée par Google concernant le design thinking. Honnêtement, Hélène est un exemple. Elle définit pleinement les notions d'expérience et de partage. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Hélène, quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler art, entrepreneuriat, famille, mais j'aimerais qu'on commence par toi après, enfant. Bonjour Emeric. Moi enfant, écoute, une grande aventure. Ça a déjà commencé, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bah, c'était déjà Ouais. pas tranquille, mais beaucoup d'amour, d'entourage proche et avec quelques difficultés et douleurs. Voilà. Parce que justement, quand on a préparé ensemble cet entretien, tu m'as dit que tu as eu une enfance heureuse, mais pas toujours simple. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi? Oui, c'était déjà, précurseur à l'époque parce qu'il y avait très peu d'enfants de parents divorcés, quand j'étais jeune et ma mère a pris son courage à bras-le-corps quand j'avais 1 an et demi seulement et s'est dit: «Si je veux que mes enfants soient heureux, il faut que moi je sois heureuse» et donc elle a pris mon frère et moi en voiture et puis, elle s'est réfugiée, chez son frère et elle a reconstruit une vie et avec un courage, qui a toujours été une de mes dynamiques, un de mes moteurs, voilà et puis rapidement après, quelques années après, mon père est décédé aussi. Donc voilà, donc rien de simple, mais avec beaucoup de beaux exemples autour de moi. Voilà et mon père qui avait en plus une vie très atypique, c'est aussi pour ça qu'ils se sont séparés sans doute avec, la moitié de l'année à peu près en voilier Ok. et donc voilà, donc à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, donc pas de nouvelles bonnes nouvelles comme on peut le dire. Bah, là, ça s'appliquait bien, voilà. Hmm. Donc voilà, une vie un peu atypique, dès le départ, mais comme, malheureusement beaucoup, beaucoup d'autres, mais en revanche beaucoup d'amour. Voilà. C'est beau. Et des années après, comment tu te sens justement par rapport à cela, à ton enfance? Comment dire? Bah, en fait, maintenant, je suis maman de 3 enfants et Mhm. mariée et je mets un point d'honneur à être à la fois aussi, exemplaire, même si évidemment loin d'être parfaite, mais exemplaire pour mes enfants que ce que ma mère l'a été pour moi et avec une vie de couple hyper, dense et hyper riche, chose que mes parents n'ont pas eue ensemble et donc je suis, mais alors plus qu'heureuse aujourd'hui. D'accord. Et donc tu viens de Marseille, hein, c'est ça? Oui. Quel cursus tu as suivi là-bas? Alors un cursus très particulier parce que je suis arrivée à Marseille, donc j'avais 18 mois, j'ai quitté Marseille à 18 ans et donc d'abord élevée dans le public et ça m'allait très, très bien, cette ouverture, ce dynamisme et l'école publique, quand elle est bien organisée, c'est on a une chance extraordinaire en France et donc Mm. d'ailleurs mes enfants, sont restés dans le public et j'y tiens. Et sauf qu'après au lycée, j'ai été, comme on dit, punie. Je me suis sentie punie parce que je suis partie dans le privé et là, c'était un autre monde pour moi, beaucoup plus rangé, beaucoup plus, bourgeois, et voilà. Mais en même temps, voilà, une autre façon aussi de considérer, l'excellence et non pas l'élitisme,
et c'est non négligeable aussi, voilà. Et puis, en fait, sans doute par réaction, parce que j'étais plutôt très bonne en maths, et chimie, mais j'ai, refusé de rentrer dans le moule, assez rapidement et j'ai mis un point d'honneur à faire lettres et histoire de l'art et donc je suis partie d'abord à Paris faire mes études à la Sorbonne et puis après à Rome, j'ai continué à l'université et je me suis spécialisée dans un artiste baroque romain qui s'appelle Le Bernin, qui est un artiste extraordinaire, passionnant. Voilà, il est passionnant parce qu'il a toujours pris toutes les contraintes architecturales, humaines qu'il a rencontrées, comme il les a interprétées comme si c'était des défis, des challenges à relever, et les réponses qu'il apportait, évidemment, étaient à la fois des prouesses d'ingénierie et évidemment des œuvres d'art extraordinaires qui perdurent encore aujourd'hui. Et c'est drôle, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, justement de la du parallèle entre, l'art et l'entrepreneuriat, surtout du Bernin. Parce que comment une femme qui a fait des études, en histoire de l'art, se retrouve un jour entrepreneur? Et on a eu un échange hyper intéressant sur le beau dans la société et l'importance du beau dans notre société. Et là, j'aimerais prendre un peu d'avance et que tu me redonnes pourquoi, pour toi, le Bernin est représentatif de ce qu'est l'entrepreneuriat et du beau dans la société? En fait, le Bernin, je ne sais pas si je vais réussir à le dire aussi clairement que la dernière fois avec toi, mais le Bernin, c'est vraiment un artiste qui osait, qui prenait vraiment ses défis à bras-le-corps, et qui apportait une solution d'embellissement. Par exemple, au Vatican, dans Saint-Pierre de Rome, il y a ce qu'on dit être le trône de Saint-Pierre, en plein cœur de la basilique. Et ce trône-là, eh bien, il était devant une fenêtre, ça donnait un contre-jour, c'était pas très visible. Et alors évidemment, il n'était pas question d'enlever de la lumière et de cacher la fenêtre, il n'était pas question de déplacer le fameux trône de Saint-Pierre, même si, voilà, euh, seul Dieu sait si c'est vraiment le trône de Saint-Pierre. Et ben, le Bernin, il a décidé de créer une œuvre extraordinairement belle, avec un rayonnement, rayonnement, oui, comme solaire en fait. Et il a utilisé cette lumière du contre-jour pour justement valoriser le trône de Saint-Pierre, qui est, alors, style baroque évidemment, donc très flamboyant, avec beaucoup d'ornements, de dorures. Mais il a utilisé cette contrainte qui était le contre-jour pour justement créer quelque chose de beau. Et aujourd'hui, on rentre dans Saint-Pierre, on est dans le cœur de la basilique et on ne voit plus que ça, et c'est magique. Voilà. Donc d'une contrainte, il a créé quelque chose de beau. D'accord. Et donc pour revenir sur, le début de ta carrière, tu déménages donc de Paris, tu vas à Rome. Tu y faisais quoi du coup à Rome? Alors, à Rome, en plus de mes études, on était quelques-unes et on avait décidé d'enseigner l'histoire de l'art aux enfants. Alors, c'est pas anodin de dire aux enfants, parce qu'effectivement, on avait fait le constat qu'il y avait quand même beaucoup de familles expatriées à Rome qui avaient un schéma assez classique. Le père était muté pour 3, 4 ou 5 ans. La maman est restée entre françaises, et les enfants allaient à l'école française. Et il s'avère que l'école française en question est organisée sur un modèle très anglo-saxon, puisqu'il y avait les cours principalement le matin et l'après-midi, des activités périscolaires libres, voilà, chaque famille de s'organiser. Et on avait pointé du doigt le fait que déjà à l'époque, les enfants repartaient de Rome sans avoir pleinement découvert le patrimoine romain, qui est quand même une des plus belles villes du monde, hein, et que c'était un petit peu dommage. Donc on s'est dit il fallait faire quelque chose pour eux et leur partager notre passion. Et quand évidemment on ne s'adresse pas à des enfants comme on s'adresse à des adultes, et il fallait, ben, d'emblée, on a orienté notre pédagogie sur le faire. Voilà. Et un enfant qui visite le musée étrusque, par exemple, eh bien, il va beaucoup plus s'approprier le talent d'un Étrusque avec les vases et toutes les figures qu'on peut y voir et comment elles étaient réalisées, bah, en faisant lui-même cet exercice-là de poterie. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur la pédagogie du faire et que je retrouve aujourd'hui dans ma carrière d'ailleurs, même si ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de l'art. Justement, parce qu'on va en parler. Aujourd'hui, tu es quand même reconnue comme, une véritable experte et pionnière dans le numérique. À l'époque, ce n'était pas du tout ta tasse de thé, tu n'étais pas formée à ça, même si je ne sais même pas si ça existait. Comment, de fil en aiguille, tu t'es retrouvée à toucher au digital avant les années 2000? Comment ça s'est fait?
Alors oui, effectivement, je fais partie de ce qu'on appelle les dinosaures du web. Et je me souviens quand j'ai connu celui qui est devenu mon mari et que moi histoire de l'art et lui ingénieur, dans une SS2I, il avait essayé de m'expliquer ce qu'était l'implémentation des systèmes d'information et je me souviens que c'était très, très compliqué pour moi. Mais il s'avère que notre compte commun à l'époque était dans la première banque en ligne, parce que France-Italie, voilà, c'était quand même beaucoup plus simple d'avoir un 24/24, 7 jours sur 7 et c'était, une banque qui était vraiment précurseuse et en fait cette banque-là, Banque Directe, pour ne pas la citer, qui a disparu depuis au moins au niveau marque, Banque Directe recrutait principalement auprès d'abord de ses clients. En partant du principe que bien un client était évidemment convaincu par le service et l'offre et vraiment la proposition de valeur même de cette banque en ligne et donc bah, ces clients-là feraient d'excellents collaborateurs et donc ils bloquaient un temps de recrutement auprès de leur communauté de clients et puis ils ont rapidement décidé de créer le magazine en ligne pour aborder toute la partie finance, fiscalité, consommation auprès de leurs prospects et clients et évidemment, bah, le web était pas du tout, dans nos formations, dans nos écoles à l'époque. C'était vraiment le tout début et en revanche, il fallait quand même un talent non négligeable de rédaction et donc ça se trouvait plus dans les profils comme le mien que dans un profil de quelqu'un qui a fait une formation, de banque. Voilà et donc Mmh. j'ai été recrutée pour cette raison-là et puis, bah, là, bah, tout bêtement, hein, j'ai ouvert, mon Dreamweaver, j'ai splitté ma fenêtre et puis j'ai appris comme ça sur le tas le HTML et puis après, rapidement, il y a eu d'autres, le SSL qui est arrivé et cetera. Bon, voilà, mais c'est vraiment en faisant que j'ai appris. Après, du coup, j'ai structuré, beaucoup plus mes compétences et j'ai fait aussi une école de journalisme d'ailleurs en parallèle et ce qui m'a permis effectivement petit à petit de grimper et d'avoir depuis cette période-là une vue assez transversale Mmh. de ce qu'on peut connaître aujourd'hui du web et c'est c'est une richesse et voilà, pour moi, en tout cas, je n'ai pas une spécialisation bien forte, mais j'ai plutôt une très bonne généralité, une très bonne expertise sur le général. Voilà. Et quelle est cette histoire de concours au Vatican que tu as que tu as su remporter avec un joli chèque à la clé pour l'époque? Donc on est en 98, je crois? Exactement. Alors en fait, à l'époque, le Vatican préparait le jubilé de l'an 2000 et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un magazine complètement par hasard dans la rue la semaine dernière chez un brocanteur, un bouquiniste, et qui est Rome, préparer le Vatican, préparer le jubilé par le Vatican en 98 à Rome. Voilà, donc c'était exactement cette période-là. Et donc voilà, donc le Vatican avait organisé un concours de création d'entreprises ou de projets, on va dire, innovants à l'époque, qui s'ouvrait aussi aux associations, pardon, et qui avait évidemment pour vocation de détecter projets innovants liés à la culture, au patrimoine, au tourisme. Voilà, c'était vraiment les trois thématiques phares. Et donc, on a transformé, nous, ce que nous faisions avec les enfants, on l'a transformé en projet d'entreprise et on a déposé notre dossier pour le concours et concours qu'on a gagné. Voilà. Et à l'époque, c'était une somme colossale pour nous, puisqu'on avait gagné l'équivalent de 400 000 francs. Donc c'était, voilà, en 98, ça a commencé à faire une belle somme. Sauf que, paf, voilà, moi j'ai eu un petit accident de scooter, de motorino, comme on dit à Rome, et qui m'a contrainte à rentrer en France pour me faire soigner. Et tout simplement, là aussi, on a beaucoup de chance en France d'avoir une santé assez remarquable. Et puis finalement, voilà, au bout de quelques mois, voire années de soins et de suivis divers et variés, bah, finalement, je suis restée en France et je me suis mariée et j'ai continué ma carrière ici. Mais voilà, c'était une belle aventure. Je me suis jamais dit, je vais être entrepreneur, je veux absolument créer mon entreprise. Ça n'a jamais été, enfin en tout cas, les 15 premières années de ma carrière, ça n'a jamais été une volonté forte. Ça a été plutôt une série d'opportunités. Voilà. Mais mine de rien, ben, en fait, c'est ce côté entrepreneur, ben, en fait, je l'ai depuis le départ, mais je dirais presque inconsciemment parce que sinon j'aurais sans doute Mmh. jamais rempli ce dossier pour passer ce concours-là
Et voilà, c'est des belles Mais opportunités, mais c'est mais une peut-être fois ça que tu aussi d'être gagnes entrepreneur, c'est saisir les opportunités. oui, ça c'est sûr. Et une fois que tu as gagné justement là les 400 000 francs, est-ce que tu t'es pas dit quand même: «Là, ça y est, je vais entreprendre, j'ai envie d'entreprendre»? Non, pas du tout? Même pas, même pas. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de travailler, j'avais envie, de me plonger dans ce web-là qui commençait à se démocratiser. Je trouvais ça absolument, génial Tu parce voyais le potentiel ah du oui, numérique? ah oui et c'était vraiment passionnant à l'époque parce on apprenait tous en même temps, on découvrait en Mmh. même temps et on était en veille, en quête en permanence des dernières innovations et cetera alors aujourd'hui encore, hein, bien évidemment, parce que c'est loin d'être fini, mais il y avait presque ce côté communautaire, groupuscule, du départ, voilà et je me souviens, on se croisait dans les TGV, puis on se disait: «Ah, tu as vu le petit dernier là, Google, à ton avis, ça va venir, ça va marcher ou pas?» Enfin voilà et c'est quand on y repense, c'est marrant, c'est génial. C'est sûr. Et quel a été le touch point? Parce que là, tu es revenu en France, tu as repris ta vie et cetera, tu as fondé une famille. À quel moment tu t'es dit: «Je vais quitter mon poste de salarié pour devenir ma propre aventurière», quoi? Alors là aussi, j'irais presque dire, alors une opportunité, c'est à la fois une opportunité, puis à la fois une contrainte subie. Il y a 15 ans de cela, j'étais, schéma classique qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, on était un tout petit peu en avance par rapport aux grands mouvements qu'on a pu connaître avant le Covid et depuis le Covid Mmh. évidemment. Il y a 15 ans, j'étais, en rentrant de mon travail, j'étais à l'époque directrice marketing et web d'un courtier, en ligne, immobilier de meilleur taux. Et j'étais sur le quai de la gare de train de banlieue, enceinte, de la deuxième, en retard pour aller chercher, l'aîné chez la nounou, mon mari qui travaillait, dans le nord de la France et le train de banlieue qui évidemment était annulé. Il se mettait, plus ou moins à neiger et je me suis dit: «Mais je ne peux pas vivre cette vie-là, ce Angoisse. n'est absolument pas possible, c'est pas fait pour moi». Je ne veux pas une vie de contrainte, voilà, je ne veux qu'une vie où j'ai l'impression de pouvoir agir et de maîtriser, voilà et que du bonheur. Et donc on a décidé de quitter Paris. Mon mari avait l'opportunité de se faire muter, donc c'était quand même plus serein et donc moi j'ai démissionné, poursuivi de conjoint et arrivé à Bordeaux à l'époque, dans le numérique, eh bien, la filière, on va dire, n'était absolument pas structurée. À part ces discounts, il y avait pas grand-chose quand même et donc là, j'ai eu très peur. Je me suis dit que j'allais finir, à faire, boulangerie ou caissière, mais loin de mon métier. Voilà, j'avais vraiment peur de quitter le web et puis assez rapidement, j'ai un de mes amis qui m'a dit: «Bah, écoute, en attendant que tu trouves quelque chose», mais je cherchais vraiment un job de salarié, «Viens, à mon bureau dans la pépinière d'entreprise, je crée mon entreprise, mais j'ai plein d'autres idées, bah, tu en prends une, puis tu vois comment tu peux la creuser, ça t'occupera, ton temps de cerveau disponible et puis, bah, du coup, je me suis lancé, j'ai fait mon petit benchmark, ma petite étude de marché dans le vin et puis, en fait, les premiers producteurs de vin que je suis allé questionner, bah, rapidement, ils m'ont appelé derrière en me disant: «Au fait, dans les semaines ou les mois qui arrivent, vous voulez pas faire un peu de prestat pour nous?» Et puis finalement, je me suis lancé. Mais voilà, encore une fois, ça a été une opportunité, c'était pas du tout prévu et donc je me suis lancé d'abord alors, c'était pas tout à fait une petite agence de conseil parce que je devais être un tout petit peu en avance aussi à l'époque. C'était plutôt du temps de professionnels, d'experts ou de seniors plutôt, en temps Mmh. partagé, voilà. Donc j'avais appelé d'ailleurs le site web marketing partagé, ça s'appelait voilà, c'était pas pour rien. Mais j'aurais pu dire, responsable web, partagé, peu importe. Et mon objectif, c'était de dire, bah, ces TPE, PME qui n'ont pas du tout ni le besoin, ni les ressources financières pour embaucher quelqu'un, un senior en web et Mmh. marketing, mais alors qu'en revanche, il y a les mêmes enjeux que pour toutes les autres boîtes. Eh bien, si on crée une offre comme ça en temps partagé, ce sera peut-être un bon équilibre pour tout le monde. Et heu et puis finalement, ça s'est vraiment transformé en conseil et ce qui, moi, me passionnait pas vraiment, en fait, cet aspect de conseil. Mais je me suis régalée sur plein de projets, divers et variés et tout en parallèle, eh bien, on a essayé un peu de structurer, même si c'était un bazar magique, je dirais, je vais dire ça, la première association des professionnels du numérique en Aquitaine qui s'appelle Akinum, qui a créé à l'époque, le premier espace de coworking à Bordeaux dédié aux pros du numérique aussi, avec,
dans une salle extraordinairement belle qui s'appelle le Node. On était, on va dire, les cousins de la cantine de Paris et dans le même réseau, mais les cousins parce qu'on a toujours voulu marquer notre différence et nos spécificités. Et voilà. Et donc, on a rencontré comme ça plein de professionnels du numérique. Et la vocation d'Aquinum, c'était vraiment le partage entre pairs. Voilà, quels que soient les statuts des produits numériques, quels que soient les métiers de ces produits numériques, eh bien, si on n'est pas capable de se connaître et d'échanger en permanence, rapidement, nos compétences risquaient d'être obsolètes. Et voilà, donc le but du jeu de cet asso et de cette espèce de coworking, c'était vraiment le partage. Et ça a été des projets fantastiques. On avait fait un hackathon NASA, on a fait des barcamps sur la solidarité numérique avec des projets extraordinaires et la première opération de crowdfunding pour la banque alimentaire avec Helloasso. On a fait des projets, on a fait le Launchpad, le Google Launchpad qui était le 5e Launchpad européen. Enfin voilà, des projets complètement différents, mais qui m'ont amené du coup petit à petit à intégrer le réseau international des experts de Google, où j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon double associé, puisque j'ai 2 entreprises maintenant, j'ai Expertise et Marco Polo. Et Marco Polo, on a du renfort, on est 4 associés. Mais voilà, et donc c'est au sein de ce réseau-là que j'ai rencontré Ludovic Pruch, et avec lequel j'entreprends maintenant depuis presque 8 ans. Voilà. Tu anticipes mes questions et le déroulé de notre discussion. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes deux entreprises d'abord? Et après, on viendra justement parler de Google et parler d'autres choses qui se sont passées avant ces étapes constituantes, mais très très intéressant. Et une deuxième question aussi que j'ai pour toi, c'est ton mari, il en disait quoi à ce moment-là? Ta famille, elle te soutenait ou pas quand vous arrivez à Bordeaux, que lui, il a son travail comment il apprend la chose? Alors, je suis intimement convaincu qu'un des gages du succès d'un entrepreneur, c'est la persévérance. Parce que encore une fois, alors la vie est vraiment pas un long fleuve tranquille pour un entrepreneur, et que si on ne fait pas ça en duo, soutenu par son conjoint, sa moitié, quelle qu'elle soit, et ben, franchement, c'est se tirer une balle dans le pied, je trouve. Moi, je n'aurais jamais été capable d'entreprendre si j'avais pas eu le plein soutien de mon mari. C'est des choix de couple, c'est des choix de vie. Donc évidemment que le fait que moi j'entreprenne, de fait, lui il n'entreprenait pas parce qu'on avait, nous, la même vision du risque, et on voulait que ce soit équilibré, qu'on ne mette pas 100% en risque notre foyer. Mais donc, évidemment que ce sont des choix de couple. Donc, lui, il m'a toujours plus qu'encouragé, et il continue à le faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est juste vital, je trouve. Et du coup, sur tes deux entreprises, quelles sont leurs spécificités? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, sur la première expertise que j'ai donc créée avec Ludovic, on avait fait le constat on parlait déjà de transformation numérique, évidemment transformation digitale. Avant, on avait parlé de révolution, pour réutiliser ce mot-là que je n'ai jamais apprécié d'ailleurs. Mais bon, toujours est-il qu'il y avait quand même grand nombre d'entreprises qui n'étaient absolument pas transformées. On s'est questionné du pourquoi, parce que ça faisait quand même des années qu'on en parlait. Donc pourquoi est-ce que tout le monde ne s'était pas engouffré dans cette aventure-là? On avait fait aussi le constat que on connaissait des professionnels du numérique qui étaient vraiment bons, mais bizarrement, les livrables de leurs missions diverses et variées, souvent n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on connaissait de leurs capacités. Et là aussi, ça nous questionnait. Et on en est rapidement arrivé au constat qu'il y avait un vrai problème, un vrai manque d'acculturation de la part des entreprises non numériques, et que ce manque d'acculturation, à la fois faisait qu'ils n'étaient pas du tout centrés sur leurs utilisateurs finaux, donc n'étaient pas capables d'innover, entre guillemets, ni de comprendre les problématiques que leurs clients ou prospects rencontraient pour pouvoir apporter les bonnes solutions. Et pour apporter les bonnes solutions, bien sûr, il faut souvent s'entourer des bons professionnels, des bons prestataires, que ce soit des entreprises ou des indépendants, peu importe. Et donc, ne savaient pas non plus les choisir. Donc, forcément, si on cumule tous ces constats-là, eh bien, de fait, le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Et donc, ce problème d'acculturation, bien, il venait notamment,
hein, en partie, je ne veux pas être très gentil pour certains de mes confrères, mais il venait quand même en grande partie de la formation professionnelle. On était au tout début de la réforme de la formation d'ailleurs qu'on attendait, qu'on soutient et qu'on plébiscite, même si rien n'est parfait. C'est pas parce que la réforme a de très belles valeurs et des envies de changer et d'assainir, et ça c'est vraiment très très bien. Après, la concrétisation n'est pas parfaite, loin de là, mais bon, on va dire que ça va s'améliorer avec le temps, on espère. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait le choix, pour caricaturer un peu, hein, j'assume, entre je suis puni, entre guillemets, mon employeur ou mon manager a pointé du doigt ce que je ne sais pas faire. Je suis envoyé en formation dans une salle qui fait pas rêver, préfabriquée, néon, et puis j'ai un formateur qui déroule des slides. Bon, pas passionnant, et ça me fait pas rêver. Je n'ai pas envie d'apprendre avec ça. Et à l'inverse, l'autre extrême, c'était c'est super, j'ai passé une demi-journée, une journée avec un ponte, c'était passionnant, waouh. Et puis le lendemain, au boulot, j'en fais quoi? Ben, aucune idée, je ne sais même pas par quel bout prendre la chose pour la concrétiser, pour l'appliquer dans mon métier. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait quand même trouver un juste milieu à faire quelque chose de très pratico-pratique et en même temps de donner envie d'apprendre, parce que de toute façon, on doit être dans une démarche d'apprendre à apprendre en permanence. Bien sûr. Donc, si on parle de transfo et pas de révolution, c'est justement parce que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc, on a créé Expertise avec un parti pris assez fort, c'est de dire il faut impérativement que le formateur, déjà, ce soit un professionnel de métier qui donc fait au quotidien ce qu'il transmet. Moi, je l'accompagne, nous, on l'accompagne sur la pédagogie, donc qu'il sache après transmettre et qu'il ait en plus une posture, un bagou qui donne envie d'être suivi, parce que c'est un changement aussi, hein. Une formation ou un nouvel apprentissage, on parle de défis en agile, on parle voilà, d'accompagnement au changement, c'est pas anodin. Apprendre à faire les choses différemment alors que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans pour certains, on fait la même chose de la même façon, voilà, ça nécessite de donner envie. Et donc, on a créé Expertise et on s'est rapidement, on va dire, positionné sur, d'une part, la solidarité numérique, parce que les sujets d'inclusion, les problèmes de dématérialisation des services publics, tous les problèmes, ce qu'on appelle user-friendly, hein, enfin, les interfaces qui ne sont pas des interfaces faciles, accessibles, j'en parle même pas, ce sont des vrais problèmes d'appropriation, évidemment, et des problèmes sociétaux. Et de l'autre côté, sur les méthodes de travail collaboratif. Parce que si on veut se centrer sur ses utilisateurs, si on veut travailler de façon itérative avec de l'intelligence collective, et c'est comme ça qu'on travaille mieux et qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, eh bien, il faut des méthodes. Il faut apprendre à le faire. Donc en fait, on s'est spécialisé dans les grandes méthodes de travail collaboratif, donc toute la sphère du lean, de l'agile et du design thinking. Et si je reviens à mon expérience au sein du réseau international des experts de Google, j'ai eu l'immense chance d'être formé et certifié sur une méthodologie qu'a conçue Google. En l'occurrence, c'est GV, donc Google Venture pour les anciens, le fonds d'investissement du groupe Alphabet. Ils ont conçu une méthode qui s'appelle le Design Sprint et dont la promesse, c'est une équipe pluridisciplinaire résout une problématique complexe en 5 jours maximum. Et cette formation et cette certification, j'ai eu la chance de la faire en 2015, juste avant que le livre Sprint au sujet de la méthode soit paru. Et j'ai été donc certifiée c'était à la D-School de Stanford, qui est le fief du design thinking là-bas. Et depuis, évidemment, on déploie cette méthode-là. Alors, toutes les méthodes collaboratives, qui ne sont évidemment pas c'est pas une fin en soi, une méthode, hein, mais c'est un bon facilitateur quand même. Soit on utilise ces méthodes-là pour faire émerger au sein d'une équipe une nouvelle innovation, on débloque un projet qui rencontre un problème bien bloquant, bien complexe, ou une innovation, hein, de produit ou de service, par exemple. Soit on transmet ces méthodes-là. Voilà. Et donc, en permanence, on jongle sur l'un ou l'autre. Et on a créé une académie d'experts, parce que forcément, on n'était pas nombreux, on était 40 dans le monde à être certifiés sur le design Justement, sprint. tu étais une des rares personnes à l'être, même encore aujourd'hui. Quelle est la définition exacte du design thinking, enfin celle qui est la plus entendable pour les auditeurs? Si là, on doit le vulgariser pour expliquer ce qu'est le design thinking, qu'est-ce que c'est réellement et comment ça se passe le jour où tu as un coup de fil de Google? Comment Google se retrouve à dire Bonjour Hélène, on te veut.
Oula, alors, le design thinking, c'est quoi? C'est, si on souvent ça arrive dans nos quotidiens professionnels, soit à nous directement, soit c'est un manager ou je ne sais qui en interne qui arrive et qui nous dit: «Bah, tiens, je te confie un projet» ou alors: «J'ai telle idée, j'aimerais bien la creuser» ou «Je te confie le fait de la creuser». Tu es chef de projet, par exemple. Bon, cette idée-là, cette intuition, elle n'a de sens que si elle résout un problème, une problématique rencontrée par l'utilisateur final. Donc si on prend le cas le plus fréquemment, présenté de Uber, par exemple, hein, à l'époque, eh bien, pourquoi créer une interface qui permet de commander des chauffeurs, VTC et cetera, de les payer en amont, j'en passe et des meilleurs? Eh bien, c'est effectivement parce que à la base, à l'origine, le problème rencontré par l'utilisateur, c'était lequel? Bah, c'était que quand il commandait un taxi, il ne savait pas combien de temps il allait mettre pour arriver. Quand il ne savait pas si le taxi était vraiment en route, hein, d'où sur l'app, le petit véhicule qui bouge, voilà, que le moment d'un paiement, c'est un irritant quoi qu'il arrive, que ce soit au moment enfin dans une course de taxi ou pas, hein, ou dans un magasin, mais ça fait partie des irritants donc voilà, on liste en fait tout ce qui pose problème, on se met à la place d'eux, donc ce sont des outils d'empathie, qu'on va utiliser et une fois qu'on a compris réellement la vraie problématique globale rencontrée par l'utilisateur, ben, on en reformule une qui est un peu plus précise, puis on se dit: «Bah, quelle réponse je peux apporter?» Et peut-être que ça peut être finalement l'idée ou l'intuition initiale et peut-être pas. Et c'est le fait de pouvoir vraiment, s'être complètement approprié la problématique que du coup, on arrive à se dire: «Bah, j'essaie cette hypothèse de solution, si ce n'est pas la bonne, ce sera une autre». Parce que l'utilisateur final, lui, bah, il rencontre toujours le même problème, hein. Alors que très souvent en entreprise, ben, on arrive, à la fin d'un projet, il a son fameux time to market, il trouve son marché ou pas et puis bah, s'il ne trouve pas son marché, on jette tout. Sauf que, bah, le client, l'utilisateur final, il a toujours son problème, il n'a toujours pas de solution. Et donc le design thinking, c'est ça, c'est le fait de dire, c'est toute la période de début d'un projet où on va se mettre à la place de l'utilisateur final. Donc on va comprendre sa problématique, on va ensuite essayer ce qu'on appelle diverger, on va faire de l'idéation pour se dire, bah, quelles sont les hypothèses de solutions que j'aimerais pouvoir, lui proposer, dans laquelle l'équipe croit le plus, bah, pour ensuite la creuser et puis il faut la confronter à l'utilisateur final et pour la confronter à l'utilisateur final, bah, ça passe au préalable par une phase de prototypage. Voilà, donc c'est compréhension, idéation, décision, prototypage et validation auprès de l'utilisateur et là, vous avez du coup au final une solution qui répond à une problématique complexe dont la proposition de valeur a été validée par des vrais clients. Et c'est ça, le design thinking. Après, il faut continuer de la concevoir. On peut travailler de façon, encore une fois, expérimentale, itérative, avec la méthodologie Lean Startup ou pas. On travaille avec de l'A/B testing, de cohortes. Voilà, on essaie de faire, de faire naître avec peu de ressources les bonnes pistes, les bonnes actions et on avance comme ça de façon itérative dans le sens: j'essaie, j'apprends et puis je refais mes boucles comme ça en permanence et à la fin, ben, finalement, on peut même, développer en agile. Ça, c'est vraiment le diagramme, parfait, d'un projet innovant et qui a plus de chances, a priori, de fonctionner. Hyper clair. Et concrètement, quel est le meilleur conseil que là tu puisses donner à une personne qui lance son activité en ligne demain? Quel conseil fondamental pour réussir? Tu lui dirais quoi? Ah, alors là, c'est la question piège parce que j'en ai pas qu'un des conseils, mais Allez, 2. alors déjà, c'est pour croiser quand même beaucoup de start-upers, moi je les invite fortement et je sais que c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est plus facile quand on a, de l'expérience de projets, échoués et réussis que quand on se lance. Bien sûr, il faut y croire, bien sûr, il faut ça c'est une évidence. On ne crée pas une entreprise, on lance pas un projet juste, parce qu'on a envie, d'être à son compte ou qu'on a envie de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est absolument pas en général, ça le moteur. On a envie évidemment de construire quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est se dire, bah, je construis une réponse à un problème. Mmh. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de se dire, je veux apporter une réponse au problème rencontré par l'utilisateur. Et si mon produit, mon projet n'est pas le bon, j'en trouverai un autre. Et le risque premier, c'est de se dire, ben, je reste sur ce que je veux construire. Et du coup, s'il y a un échec, en fait,
c'est un échec quasiment personnel qu'on a. Et c'est ça, je trouve, toute la difficulté pour un entrepreneur, un start-upper, peu importe, quel que soit l'âge, c'est de faire la différence, de prendre cette distance, en fait, entre la proposition, la solution que j'essaie de construire, et bien sûr que j'ai envie de construire, donc c'est très important, hein, que ce soit concret. Mais cette proposition-là, bah, si c'est pas la bonne, ce sera une autre. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se le prendre en se disant: «J'ai échoué». Non, c'est pas «j'ai échoué», c'est que ce n'était pas la bonne hypothèse. Donc du coup, le conseil, en plus de la distance, c'est de se dire: confronter en permanence aux prédateurs finaux pour effectivement ne pas vous dire: «Bah, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans que je me dis que je vais dans le mur», mais c'est dès le départ que je peux réorienter et jusqu'à ce que je trouve justement la bonne proposition de valeur ou la bonne solution. Et avec ça, en général, il y a moins de dégâts. C'est hyper clair de mon côté. Et là, je te vois, Hélène, et je me dis que tu as quand même de multiples casquettes. Quelle est celle qui te prend le plus de temps au quotidien? Est-ce que c'est expertise? Est-ce que c'est Marco Polo? Est-ce que c'est le travail associatif à côté? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton quotidien? Alors, est-ce que je réponds honnêtement, au risque de Oui, faire parler, mes associés ou mes salariés? Ce qui me prend le plus de temps, bah, je dirais que c'est un peu tout, en fait, parce que tout est lié. Alors, j'ai pas parlé de Marco Polo et je vais juste, en dire deux trois mots, un peu de teasing parce que c'est un beau projet, sur lequel on travaille, depuis 2 ans maintenant. Alors c'est un projet qui vise à permettre à tous les professionnels de valoriser leurs expériences, de donner des conseils, à d'autres pros, aux entreprises, et on est en train de constituer une communauté qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'on va mettre entre les mains de ces professionnels-là la gouvernance de la plateforme et de la communauté, hein, du fonctionnement. Et donc il va bientôt voir le jour, là, d'ici la fin de l'année. On est en train vraiment de co-construire. Bientôt, le site web sera mis à jour. Mais Marco Polo, bah, évidemment, ne serait peut-être pas arrivé si on n'avait pas eu expertise, si on n'avait pas été en permanence en lien avec tant des collaborateurs de grands groupes que de start-upers, que de PME ou ETI. Évidemment que cette communauté de professionnels, bah, c'est, elle est commune avec une partie de la communauté des professionnels formateurs d'expertise. Euh, Mes casquettes associatives, ben, tant sur la solidarité qui me permet de mieux comprendre le collaboratif aussi, parce que l'association, c'est ça, la solidarité, c'est ça, c'est aussi penser à l'humain. Enfin, désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais enfin, il faut quand même le rappeler. Euh, je suis aussi vice-présidente de French Tech et donc je baigne dans l'innovation et la tech. Bah, du coup, ce projet de Marco Polo, bah, bien sûr que blockchain DAO, cette techno c'est une réponse à ce qu'on avait envie de créer une communauté de talents qui participent à la gouvernance. Sans la blockchain DAO, c'est compliqué. Donc voilà, donc en fait tout est lié. Alors oui, je pourrais dire qu'en un c'est expertise, peut-être en 2 c'est Marco Polo, en 3 c'est mes assos, et puis alors là, si je mets en 4 mes enfants, ils vont me renier, mais enfin bon, il faut aussi avoir plusieurs vies, je pense. Mais en tout cas, indéniablement, tout est lié. Voilà, et on peut pas scinder en très fait. Ce clair. qu'on fait a toujours du sens l'un envers l'autre en fait, même si on n'en a pas forcément conscience. Et il faut faire ce qu'on aime déjà, pour commencer. Oui, c'est déjà un bon début. Et là, si tu dois mener ton ambition pour la suite, pour toi, tu aimerais faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais réussir à développer, à transmettre dans les années qui viennent? Alors moi, une chose est sûre, c'est que je veux réussir Marco Polo parce que je trouve que ce projet, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un projet pardon pour l'expression, mais qui me bottait comme ça. Je le trouve juste génial et presque, j'irais jusqu'à dire que si on y arrive, c'est presque l'aboutissement en fait de ce que je peux estimer de plus pertinent de toutes les valeurs du web et du collectif. Voilà, vraiment au sens noble du terme. Donc, j'adorerais réussir Marco Polo. Donc, ça, c'est ma prochaine échéance. Et après, tant que j'ai plaisir à aller rencontrer des clients, des gens, mes collaborateurs, tant que je ne me dis jamais, on n'est que lundi, ça va être compliqué cette semaine. Tant que je ne vis pas ça, et ça fait plus de 7 ans que je ne me dis pas ça, je me dis que ça, c'est mon objectif, il faut que je le garde. Voilà. Et si un jour, ben, je me dis que ça commence à être pénible d'aller travailler,
faudra que je fasse autre chose. Je sais pas, jouer au loto, j'en sais rien, partir dans le Larzac et élever des chèvres, je ne sais pas. Mais je serais incapable de travailler si je n'y trouvais pas du plaisir. Parce qu'on arrive sur la dernière partie de cet entretien, Hélène. J'aimerais reprendre avec toi. Si demain, tu croises la Hélène d'il y a 25 ans, quel conseil tu aimerais lui donner? Peut-être un conseil que tu donnes aussi à tes enfants, je ne sais pas. Quelle valeur tu essaies de leur transmettre aussi? C'est une deuxième question que je voulais te poser. Bah, je vais redire, ce que j'ai peut-être déjà dit, au moins sur les 2 sujets en tout cas. Pour moi, il y a 2 choses qui sont, hyper importantes. Il y a et c'est pas facile de se l'appliquer en tant que parent, mais il faut faire ce qu'on aime faire. Pourquoi? C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait bien et en fait, tout ce qu'on doit faire, il faut bien le faire. Mais on est incapable de faire beaucoup d'efforts, de fournir beaucoup de travail, de se lancer des défis, incommensurables si on n'aime pas ce qu'on fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais donc effectivement, s'endormir sur ses lauriers en se disant: «J'attends que ça passe», non, voilà, c'est pas comme ça qu'on est fier de soi, c'est pas comme ça, Mmh, qu'on avance. Mais donc voilà, il faut en permanence bien faire les choses et pour les bien faire, bah, faut les aimer. Voilà, c'est donc autant choisir dès le départ ce qu'on aime. Voilà. c'est très clair. Après voilà, c'est plus facile à me l'appliquer, hein, parce que ça a toujours été mon dada. En tant que mère, j'avoue que je lutte parfois contre moi-même. Je dis: «Ah bon, tu es sûre que tu as envie de faire ça?» Mais voilà, mais bon, voilà, j'essaie de respecter ça en tout cas, pas facile, mais j'essaie. Et la deuxième chose, c'est un peu à la Shadok en fait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Et ça aussi, Mmh. le nombre de fois, je trouve, où on se laisse polluer nos quotidiens en se disant: «Ah là là, mais ça marche pas. Ah mais» bah oui, bah si ça marche pas, hein. Comment on fait pour faire quand même alors que ça ne fonctionne pas? Et on se pollue beaucoup moins le moral, nos nerfs, notre énergie, tout ce qu'on veut. Et donc, soit il y a une solution et dans ces cas-là, bah, autant qu'on aille la chercher cette solution-là et qu'on la porte tant qu'à faire, hein, qu'on soit dans l'action. Soit il n'y a pas de solution et dans ces cas-là, bah, il y a pas de problème. Voilà et je trouve que c'est une Mmh. philosophie de vie, que je retrouve dans les Shadocks et que j'adore, et qui correspond vraiment à ma façon de fonctionner. Voilà. Et sur l'ensemble de ton parcours, avec le recul maintenant, quel était ton plus gros échec? Celui qui t'a vraiment Mon marqué? plus gros échec, mon plus gros échec, j'en ai eu plein de petits. J'ai pas eu des gros échecs, j'ai eu plein de petits parce que de temps en temps, bah, peut-être que je me suis pas donné, les moyens de travailler assez au niveau, méthode ou structuration, que j'ai laissé filer. Voilà, en me disant, «Bon, bah, on verra bien», puis, bah, le «on verra bien», bah, après c'est trop tard en fait, hein. Donc, très certainement un manque de structure de temps en temps et de rigueur, sur certains projets. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire, gros échec. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que toi tu as? Comment Avec tu mes enfants l'occupes? et mon mari. Et puis j'adore cuisiner, j'adore, voilà, c'est hyper important pour moi, mais encore une fois, hein, on retrouve la partie communautaire de Marco Polo, l'académie avec la communauté des experts d'experts. Tout est lié, quoi. C'est voilà, c'est aller à la rencontre des gens et bah, pour ça, bah, moi j'aime cuisiner, j'aime créer ces moments, conviviaux où on mange bien, on boit bien, on rigole bien, on se rencontre, on se découvre et c'est génial et ça, c'est mon temps libre. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec les Ah, ça auditeurs? aussi, c'est des questions pièges, j'en ai plein. Alors, le dernier que j'ai vu, j'avoue, m'a déstabilisée dans le sens où, j'ai un côté très bon public et très fleur bleue, hein, sur les livres et les films. Soit c'est vraiment intellectuel, soit c'est les happy end. Voilà, je n'aime pas les scénarios catastrophes, OK, je n'aime pas tout ça et j'ai regardé Don't Look Up, là, la semaine dernière. Et je l'ai regardé, mais j'aurais jamais dû le regarder dans le sens où, comme c'est un scénario catastrophe, a priori, non, ça aurait pas dû être, un de mes choix. Je me suis laissé tenter parce que c'est Meryl Streep et que j'adore Meryl Streep et j'ai adoré ce film parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, des GAFAM, du transhumanisme, des datas évidemment, de on va dire l'extrême caricatural capitalisme, l'anti-science, bête, tout, voilà. Tout ce qu'on peut, constater aujourd'hui en problème plus ou moins avéré, mais quand même grave, et ben, il y a tout dans ce film-là
Et alors, il n'est pas très optimiste, hein, indéniablement, mais je l'ai trouvé remarquablement bien fait. Donc voilà, je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu et le voir avec vos enfants. Et il fait parfaitement écho à ce que je raconte quand on est sur l'acculturation digitale, où je dis, on va commencer déjà par prendre conscience que on est tous responsables individuellement et collectivement de ce que nous faisons Bien sûr. avec le numérique et du numérique. Et je vais piquer à un de mes amis, Serge Soudoplatov, qui se reconnaîtra, son anecdote. Il fait le parallèle pour le numérique, il fait le parallèle avec le silex. Et il dit, oui, le silex est un outil et, entre guillemets, n'est qu'un outil fabriqué par l'homme, sauf que cet outil-là a littéralement transformé l'homme et évidemment a créé nos sociétés. Le numérique, c'est exactement la même chose pour moi. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Bien sûr que on parle des outils numériques, bien sûr que c'est qu'un outil. Sauf que cet outil-là, il change considérablement nos vies, Tout. nos sociétés, nos façons de travailler, tout. Voilà. Et sauf que c'est pas une fatalité. On n'est pas des Romains. Et nous sommes tous responsables, collectivement et individuellement, de ce qu'on fait avec le numérique. Voilà, donc je trouve qu'il faut le regarder avec ses enfants, avec les enfants des autres, avec qui vous voulez. Il faut en discuter de ce film-là pour qu'il y ait bien cette prise de conscience qu'on est responsable. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un livre peut-être Ah oui, dont tu aimerais nous parler? il y en a plein aussi, hein, mais en livre que j'ai trouvé littéralement passionnant, alors évidemment, Le Lion de Kessel, c'est un livre qui a marqué mon enfance. Et Sinou et l'Égyptien. Et Sinou et l'Égyptien, je me souviens, j'étais étudiante, c'était ma première année à Paris. Et en fait, à cause de ces livres, parce qu'il y a 2 tomes, à cause de ces livres, je loupais systématiquement mes stations de métro. Alors, j'avais peu de temps quand j'étais étudiante, parce que du coup, je travaillais pour payer mes études, mon logement, etc. Et je travaillais à temps plein, donc forcément, j'avais des emplois du temps déjà très chargés. Et je me plongeais dans Sinou et l'Égyptien, qui est un parcours initiatique absolument extraordinaire. Et je loupais systématiquement les stations de métro, donc j'étais obligée de faire marche arrière, ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Mais je continuais à me replonger dans ce livre tant il entraîne, voilà, et il permet de construire aussi notre avenir. Voilà. Bien, ça donne envie de le lire, mais de faire attention quand même Et voilà, à c'est quelle ça. station on s'arrête. Une dernière question, Hélène. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur LinkedIn? Alors, merci pour cette perche, Émeric, parce qu'effectivement, notamment pour Marco Polo, s'il y en a qui s'intéressent et qui veulent rejoindre cette communauté de super bons et d'avancer ensemble, vous pouvez me contacter sur Twitter, c'est HDelien, sur LinkedIn, Hélène Delien aussi, et mon mail, HDESLIENS, c'est facile quand on travaille dans le numérique, hein, ça s'appelle Delien, Marco Polo avec un K, Marcopolo, marcopolo.fr. Voilà. C'est parfait. Un grand Merci à merci, toi. Hélène, pour ton temps À et je très te dis à bientôt, très vite. merci. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.